Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le référentiel officiel du CAP constructeur de réseaux de canalisation de travaux publics. Alors que l'on soit un patron qui pense à accueillir un apprenti ou un jeune qui cherche un métier qui a de l'avenir, cette présentation est faite pour clarifier les points vraiment essentiels de ces diplômes. Bâtir les artères invisibles de nos territoires, c'est une belle image, non? Et ça résume parfaitement l'importance de ce métier. Pensez une seconde. Chaque jour, on utilise de l'eau, de l'énergie, on se connecte à Internet. Tout ça, ça fonctionne grâce à quoi? Eh bien, grâce à des réseaux souterrains complexes. Et qui les construit, qui les entretient? Ce sont ces professionnels. C'est un métier, c'est vrai, un peu dans l'ombre, mais il est absolument fondamental pour notre vie de tous les jours. Alors, voilà le programme pour tout comprendre sur ce CAP. On va voir ensemble 5 points clés. D'abord, un métier qui connecte, ensuite, les missions sur le terrain, puis les compétences à maîtriser. On parlera bien sûr de l'évaluation pour avoir le diplôme, et enfin, on verra que c'est une formation vraiment complète. Allez, on y va. Allez, on attaque direct avec la première partie, un métier qui connecte. On va voir quel est l'impact réel de ce professionnel sur notre société. Ce qui est super intéressant quand on lit le référentiel, c'est qu'on se rend compte que ce métier, il va bien au-delà de la technique pure et dure. En fait, il s'agit de construire notre cadre de vie, tout simplement. D'assurer que l'eau, l'énergie, les télécoms arrivent jusqu'à nous. Et aujourd'hui, c'est même devenu un acteur clé de la transition écologique. Pensez à la gestion de l'eau, à l'enfouissement des lignes pour avoir de plus beaux paysages, ou même à l'installation de la fibre. Le constructeur de réseau, il est vraiment au cœur des grands défis de notre temps. Bon, passons au concret maintenant. Sur le terrain, ça se passe comment? Quelles sont les missions d'un apprenti? Eh bien, le référentiel a tout organisé de manière super logique en 3 grands pôles. Alors, tout commence logiquement par l'étude et la préparation de l'intervention. On réfléchit avant d'agir en somme. Ensuite, on passe au cœur du réacteur, la réalisation et le contrôle de l'ouvrage. Et enfin, un 3e pôle qui couvre tout ce qui est travaux spécifiques, comme la maintenance par exemple. On voit bien, c'est un cycle vraiment complet, de la tête aux mains. Et ce tableau, il résume tout ça parfaitement. Regardez, pour le pôle 1, la préparation, c'est quoi? C'est lire des plans, comprendre le dossier technique, préparer son matériel. C'est un peu le cerveau de l'opération. Le pôle 2, là, on est dans l'action. On implante le chantier, on creuse la tranchée, en toute sécurité évidemment, et bien sûr, on pose et on raccorde les tuyaux. Et enfin, le pôle 3, ça montre à quel point le métier est varié. On peut construire des ouvrages annexes, comme les regards, ou intervenir en urgence pour réparer une fuite. Alors, toutes ces missions, c'est bien beau, mais à quoi ça sert au final? Eh bien, ce n'est pas juste pour faire des choses. Le but, c'est de construire un vrai portefeuille de compétences, solide et reconnu. Voyons justement comment ces tâches de tous les jours se transforment en savoir-faire officiel. Oui, c'est la question. Comment est-ce qu'on passe d'une action, comme poser un tuyau, à une compétence qui est validée, reconnue par un diplôme d'État? La réponse, elle est écrite noir sur blanc dans le référentiel de compétences. En tout, le référentiel liste 15 compétences. Je vous en ai mis quelques-unes ici, juste pour qu'on voit de quoi on parle. Par exemple, exploiter un dossier d'exécution, ça c'est la partie un peu intello de la préparation. Organiser en sécurité son poste de travail, là c'est la rigueur, la prévention, c'est crucial. Construire en réseau, bon, ça c'est le geste technique, le cœur du métier. Mais il y a aussi des compétences réglementaires super importantes, comme la IPR, c'est l'autorisation pour intervenir près des réseaux existants. Et même, regardez des compétences de communication. Oui, parce qu'il faut savoir parler à son chef et aux autres corps de métier. Bon, on arrive à la partie qui intéresse souvent le plus de monde, l'évaluation. Comment est-ce qu'on valide tout ça pour décrocher le diplôme à la fin? Alors, comment les compétences sont-elles évaluées pour obtenir le CAP? La réponse est bien structurée et elle repose sur un mix d'épreuves, à la fois professionnelles et générales. Regardez bien ce tableau, c'est la clé de tout. Le truc qui saute aux yeux, c'est le P2, réalisation et contrôle. Coefficient 9, c'est juste énorme. Concrètement, ça veut dire quoi? Pour l'apprenti, ça signifie que le plus important, c'est ce qui se passe sur le chantier, la pratique, le geste. Et pour le patron, ça montre à quel point l'entreprise et le tuteur ont un rôle, mais absolument central dans la réussite du jeune. Les autres épreuves pro sont là pour valider la préparation et les cas plus spécifiques, et puis les matières générales, elles sont là pour donner un socle solide pour l'avenir. Il faut savoir qu'il y a 2 façons d'être évalué. Il y a l'épreuve ponctuelle, le grand examen final classique, et il y a le contrôle en cours de formation, le fameux CCF, ce qui est très souvent le cas en apprentissage. L'avantage du CCF, il est double. Pour l'apprenti, ça valorise le travail fait tout au long de l'année, pas juste le jour J, et pour l'employeur, ça donne une vision beaucoup plus juste et continue de ce que l'apprenti sait vraiment faire sur le terrain. Bref, c'est une méthode gagnant-gagnant. Et tout ça, ça nous amène à une idée vraiment importante. Ce CAP,
En fait, c'est une formation à 360 degrés. C'est bien plus que juste de la technique. Ce graphique le montre très bien. Si on fait le calcul, l'enseignement pro, ça représente un coefficient total de 15. L'enseignement général, un total de 8. L'équilibre est donc très clair. On met le paquet sur le professionnel pour être opérationnel tout de suite, mais on n'oublie pas les bases générales. C'est ça qui permet d'évoluer plus tard dans sa carrière. Une question qui revient souvent, c'est « et la sécurité dans tout ça ?» Eh bien, elle a sa propre matière, la prévention, santé, environnement, la PSE. Le but, c'est simple, développer une vraie culture du risque et de la prévention. C'est tellement important que c'est évalué dans une épreuve à part, les G4. Et l'étude des constructions, où est-ce qu'on la trouve? Ce n'est pas une matière théorique perdue dans un coin. Non, c'est une compétence fondamentale. Et du coup, elle est évaluée où? Directement dans l'épreuve pro EP1, études et préparation. Et c'est logique. Savoir étudier une construction, c'est ni plus ni moins que de savoir lire un plan et comprendre un dossier pour préparer son chantier. C'est la base de tout. Donc, si on résume, se lancer dans ce CAP, c'est choisir quoi? Premièrement, un métier concret qui a un impact visible sur la société. Deuxièmement, une qualification reconnue, un vrai diplôme d'État qui a de la valeur pour les entreprises. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, c'est acquérir de vraies compétences techniques, sécuritaires et polyvalentes. J'aimerais finir sur cette phrase qui vient directement du référentiel. Œuvrer au quotidien pour accompagner les territoires dans leur transformation écologique. Ça nous rappelle que ce métier, au-delà des tuyaux et des tranchées, il est vraiment porteur de sens. C'est une mission qui est totalement ancrée dans l'avenir. Voilà, le cadre est posé. On a un métier essentiel, une formation qui est vraiment complète et un diplôme reconnu par toute la profession. La question maintenant, elle est simple. Prêt à rejoindre les bâtisseurs de demain ?